Regarde ça. Un essaim de drones ukrainiens domine le ciel dans une région très importante de l'Ukraine. Les soldats russes admettent « Nous ne pouvons même pas lever la tête, encore moins déplacer nos véhicules. » Tu veux savoir ce que font ces drones là-bas? Ils défendent l'artère vitale de l'Ukraine dans le Donbass, Pokrovsk, le centre ferroviaire qui approvisionne toute la résistance ukrainienne à l'est. Si Pokrovsk tombe, la capacité de défendre la moitié du territoire disputé tombera aussi. Et la Russie le sait. C'est pourquoi, ces derniers jours, elle a envoyé une colonne d'assaut, composée de 29 véhicules blindés pour tenter de percer les défenses. Le résultat? Tous détruits. 29 véhicules réduits à de la ferraille tordue. La plupart par des drones. Mais voici ce que vous devez comprendre. L'Ukraine ne fait pas que tenir Pokrovsk. Elle reprend ce qui lui appartient. Pourquoi Pokrovsk est-elle si importante? Cette ville abrite l'un des principaux centres ferroviaires de la région. Les trains transportent des soldats, des chars, des munitions, de la nourriture et des fournitures médicales vers tout le front de l'Est. Avec ce centre en fonctionnement, tout arrive rapidement, en quelques heures. Sans lui, les mêmes cargaisons devraient être transportées par camions, ce qui prendrait des jours. Et ces camions devraient emprunter des routes constamment bombardées par la Russie. Beaucoup n'arriveraient pas à destination. Perdre Pokrovsk couperait la principale ligne d'approvisionnement, permettant aux forces ukrainiennes d'opérer à l'est. Et il y a plus. À 20 km au nord de Pokrovsk se trouve une autre ville appelée Dobropila. Ces deux villes travaillent ensemble. L'artillerie à Dobropila couvre les approches au nord de Pokrovsk, et l'artillerie à Pokrovsk protège Dobropila. Cela crée des champs de tir croisés qui rendent toute avancée russe beaucoup plus coûteuse. Si une ville tombe, l'autre devient vulnérable. Du côté russe, Pokrovsk représente la porte d'entrée vers tout le reste de la région de Donetsk qui est encore sous contrôle ukrainien. Si la Russie prend Pokrovsk, la voie sera ouverte vers les prochaines grandes villes, Kramatorsk et Sloviansk. Et conquérir ces villes permettrait à Poutine de déclarer qu'il a atteint l'un de ses principaux objectifs dans la guerre, contrôler complètement la région de Donetsk. Cela va au-delà du territoire. Il s'agit de déclarer au peuple russe et au monde que la guerre en valait la peine. C'est de la propagande. C'est Poutine qui essaye de justifier toutes les pertes et tout le coût économique. C'est pourquoi la Russie a concentré la moitié de toutes ses forces d'attaque dans cette région. La moitié de tous les soldats qui tentent d'avancer sur toute la ligne de front sont ici, concentrés sur la prise de Pokrovsk. Mais malgré tous ces efforts russes, les choses ne se passent pas comme prévu. En réalité, c'est le contraire qui se produit. Début octobre, l'Ukraine a commencé à reprendre du territoire. La 82e brigade d'assaut aéroportée a libéré le village de Souketsk. L'opération a été si rapide que les Russes n'ont pas eu le temps de réagir. 44 soldats russes ont été tués, 8 blessés, 9 se sont rendus. Et ce n'était que le début. En 10 jours, l'Ukraine a reconquis 9 villages entiers et en a nettoyé 9 autres de groupes russes qui s'y étaient infiltrés. Au total, elle a libéré 186 km² de territoire en seulement 10 jours. Pour avoir une idée de la taille, cela équivaut à toute la superficie de la ville de Washington, la capitale des États-Unis. Et savez-vous quel a été le coût pour la Russie? 1756 soldats hors de combat, morts, grièvement blessés ou capturés. De plus, 75 véhicules militaires détruits,
des chars, des camions, des véhicules blindés. En élargissant à 2 mois entiers, depuis août, les chiffres deviennent encore plus dramatiques. Plus de 15 700 soldats russes hors de combat, 1364 véhicules et équipements détruits. C'est plus de matériel militaire que ce que possèdent de nombreux petits pays dans tout leur arsenal. Les chiffres précis racontent une histoire claire. 36 chars russes détruits, 120 et un véhicule blindé éliminé, 162 systèmes d'artillerie neutralisés, 447 camions et véhicules militaires détruits. Et il y a un chiffre qui en dit long. « 592 motos et quads détruits. Et tu veux savoir pourquoi la Russie utilise des motos et des quads dans une guerre ? Parce que les véhicules militaires blindés sont détruits si rapidement qu'ils ont commencé à utiliser des véhicules civils pour transporter les soldats. Des motos bon marché, des quads ordinaires, ça montre le niveau de désespoir. Et dans la guerre des drones, rien que dans cette région, les forces ukrainiennes ont abattu 4689 drones russes, presque 5000 drones éliminés. C'est une guerre de plus en plus dominée par des systèmes non habités, et les chiffres montrent qui domine cette dimension du conflit. Alors, comment l'Ukraine parvient-elle à causer ce niveau de destruction ? La réponse réside dans la technologie des drones. Et dans une dimension de la guerre qui apparaît rarement dans les actualités, la guerre électronique. Avant la guerre, l'Ukraine ne produisait pratiquement pas de drones, elle dépendait des importations. Mais la nécessité a forcé une transformation. Aujourd'hui, l'Ukraine construit des millions de drones par an. L'objectif pour 2025 est de produire 4 millions de drones dans le pays même. Ce ne sont pas seulement des drones de reconnaissance, mais aussi des drones d'attaque, transportant des explosifs, des kamikazes et des longues portées. Toute une famille de systèmes non habités qui sont en train de changer la nature de cette guerre. Il y a aussi la guerre électronique. Les drones sont commandés à distance via des signaux radio et des ondes électromagnétiques. Si vous parvenez à brouiller ou à interférer avec ces signaux, le drone perd le contrôle et s'écrase. C'est exactement ce que font les unités de guerre électronique. Les Ukrainiens travaillent constamment à brouiller les signaux des drones russes, tout en protégeant les leurs. C'est une bataille invisible dans le spectre électromagnétique qui décide qui peut utiliser efficacement ces drones. Et dans cette guerre invisible, l'Ukraine a beaucoup investi. Mais voici la question cruciale. Pourquoi tout cela est-il important ? L'Ukraine reprend du territoire et détruit du matériel russe. Mais alors, qu'est-ce que cela change au final ? C'est ici que nous arrivons au point clé de tout ce dont nous avons parlé ici. L'Ukraine se bat pour chaque village, non seulement pour gagner sur le terrain, mais aussi à la table des négociations. Il y a quelques semaines, une rencontre était prévue entre le président américain, Donald Trump, et le président russe, Vladimir Poutine, à Budapest. L'objectif était de discuter de la manière de mettre fin à la guerre, mais la rencontre n'a pas eu lieu. Elle était tombée à l'eau, avant même de commencer. Lors des discussions préparatoires, le ministre russe, Sergueï Lavrov, a clairement exposé la position de Moscou. La Russie n'accepte pas un simple cessez-le-feu. Elle veut plus de territoire, elle veut des garanties, que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, elle veut des concessions larges. La réponse de Trump a été directe. Je ne veux pas d'une réunion inutile, je ne veux pas perdre de temps. Tout a été annulé. Poutine s'est trompé dans ses calculs. Non, je refuse une réunion inutile et de perdre mon temps, donc voyons ce qui va arriver. Mais nous avons conclu tous ces grands accords de paix. Ils étaient tous des accords de paix, des accords solides, chacun d'eux. Mais celui-ci,
Il a parié qu'il pouvait attendre que l'Occident se lasse de soutenir l'Ukraine, et ensuite obtenir tout ce qu'il voulait grâce à Trump. Mais, en étant trop exigeant et inflexible, il a même fini par éloigner Trump. C'était une erreur stratégique. Mais l'idée d'un accord est toujours sur la table, et cette idée représente une menace réelle pour l'Ukraine. La proposition de base est de geler la guerre sur les lignes actuelles. Le territoire que chaque camp contrôle aujourd'hui devient la frontière de demain, du moins temporairement. Et savez-vous pourquoi cela est dangereux pour l'Ukraine ? Parce qu'aujourd'hui, la Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien. Geler la situation, c'est la rendre permanente. L'agression russe serait récompensée. Poutine garderait ce qu'il a pris par la force. Et pire encore, il aurait le temps de réorganiser ses troupes, de réparer son équipement et, à l'avenir, d'essayer d'attaquer à nouveau. C'est pourquoi l'Ukraine se bat si durement actuellement. Chaque village conquis aujourd'hui change la carte de demain. Si ces lignes sont un jour figées, l'Ukraine veut qu'elles soient aussi éloignées que possible de ses principales villes. Elle veut récupérer le maximum possible avant qu'un quelconque accord ne soit imposé. Mais il se passe quelque chose d'encore plus important. L'Ukraine envoie un message à Trump, à l'Europe, au monde. Nous ne perdons pas. Nous gagnons du terrain. Nous n'avons pas besoin d'un accord désespéré. Nous pouvons continuer à nous battre et reprendre plus. Chaque victoire sur le champ de bataille change la conversation diplomatique. Il devient plus difficile de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte un accord défavorable lorsque le monde entier voit qu'elle progresse, qu'elle est en train de gagner. Le président Zelensky a constaté un schéma. Chaque fois que les États-Unis évoquent l'augmentation de l'aide militaire, Poutine propose rapidement de négocier. Si cette aide n'arrive pas, Poutine disparaît à nouveau. Cela a donné une leçon fondamentale. La force sur le champ de bataille se transforme en force à la table des négociations. Chaque char détruit affaiblit Poutine. Chaque village repris renforce Zelensky. C'est pourquoi la stratégie ukrainienne est claire. Maintenir la pression, ne pas laisser le temps à la Russie de se rétablir, faire en sorte que le coût de la guerre soit si élevé qu'il devienne insoutenable pour Poutine. Et il y a des signes que cette stratégie fonctionne. L'économie russe est sous une pression croissante. Le budget militaire pour 2025 augmente de 25%, mais en même temps, le gouvernement russe réduit les fonds dans d'autres domaines. Le programme qui s'occupe des anciens combattants, des soldats blessés et des familles des morts verra son budget réduit de plus de moitié. Pensez à ce que cela signifie. La Russie paie plus pour recruter de nouveaux soldats, mais paie moins pour s'occuper de ceux qui ont déjà combattu. Cela détruit le moral. Qui voudra s'engager en sachant que blessé, sa famille sera abandonnée ? Et il y a la question des chars. La Russie parvient à fabriquer ou à rénover environ 300 à 400 chars par an. Environ 34 par mois. Mais rien que dans cette région de Pokrovsk, 36 chars ont été détruits en 2 mois. Les chiffres ne collent pas. La Russie perd du matériel plus vite qu'elle ne peut le remplacer. Ce n'est pas viable sur la durée. Chaque jour sans progrès russe est un jour de plus où l'économie russe saigne sous les sanctions. Un jour de plus de pertes militaires sans gain significatif. Un jour de plus où Poutine devient plus vulnérable politiquement. De l'autre côté, chaque jour qui passe permet à l'Ukraine de renforcer son industrie de drones, de former plus de troupes, d'affiner ses tactiques. Chaque victoire facilite la demande d'aide à l'Occident. Il est plus simple de convaincre les pays d'envoyer armes et ressources quand ils constatent l'efficacité et la valeur de cet investissement. Les dirigeants européens et le président Zelensky ont été clairs dans des déclarations conjointes. Les frontières internationales ne peuvent pas être modifiées par la force. On ne peut pas simplement envahir un pays.
s'emparer d'un territoire et s'attendre à ce que le monde l'accepte. C'est un message direct contre toute proposition de geler la guerre et de légitimer l'occupation russe. Comme vous pouvez le voir, Pokrovsk n'est pas simplement une autre ville disputée dans une guerre lointaine. C'est le point où tout converge, où la bataille militaire rencontre la bataille diplomatique, où le présent façonne l'avenir. L'Ukraine se bat aujourd'hui pour avoir le droit de négocier ses propres conditions demain. Chaque mètre de terre repris est un vote contre un accord imposé, une déclaration. Nous ne négocierons pas en position de faiblesse. Les villages autour de Pokrovsk ne font peut-être pas la une des journaux. Elles ne sont pas aussi connues que d'autres batailles, mais elles représentent quelque chose de fondamental, un tournant dans la guerre. La Russie pensait que le temps jouait en sa faveur, que l'Occident se fatiguerait, que l'Ukraine s'effondrerait et qu'à la fin, Poutine obtiendrait ce qu'il voulait. Mais la guerre d'usure fonctionne dans les deux sens. Oui, l'Ukraine souffre, mais la Russie aussi. Et les chiffres suggèrent que la Russie pourrait souffrir davantage. Si la Russie n'arrive pas à conserver les villages qu'elle a conquis en payant un prix aussi élevé, comment pourra-t-elle avancer dans toute la région de Donetsk? Comment pourra-t-elle garder ce qu'elle possède déjà? La guerre n'est pas terminée, et la Russie occupe encore une partie significative du territoire ukrainien. Ils ont encore des ressources, et peuvent continuer. Mais la trajectoire change, et cela compte. Pokrovsk est devenu plus qu'un simple point sur la carte. C'est devenu un symbole. Un test de détermination et, contre toute attente, l'Ukraine montre que sa détermination reste inébranlable. Et vous, qu'en pensez-vous? Si l'Ukraine reprend du territoire, aura-t-elle plus de poids pour négocier une paix juste? Donnez votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette situation complexe, partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ces sujets. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses sur les conflits qui façonnent le monde dans lequel nous vivons. À la prochaine!